Bonjour à tous. Du coup, donc, je suis Kéliane Maillarbeau. Je suis copilote sur le projet Valavie et donc je vais commencer donc ce webinaire. Alors, donc même si on attend encore certaines personnes, on va peut-être commencer et donc les autres nous rejoindront au fur et à mesure. Du coup, donc le webinaire d'aujourd'hui donc il porte sur l'arbre, une ressource fourragère en élevage. Alors, donc juste pour commencer au niveau des consignes, on va peut-être être assez nombreux, donc on va plutôt privilégier les questions dans le chat, et puis après on les posera au fur et à mesure, enfin à la fin du webinaire, et puis donc s'il y a besoin de précision, on vous donnera la parole à ce moment-là, mais voilà, plutôt privilégier le chat. Si à la fin du webinaire, donc il y a à nouveau, il reste un peu de temps, et que vous souhaitez poser des questions, utilisez plutôt la fonction lever la main, donc en haut sur Teams. On va commencer par une intervention de Nelson Guichet, de la Chambre d'agriculture de l'Ariège, qui va nous présenter donc des résultats expérimentaux. Il y aura une intervention brève également de Leslie Fruleux, donc à la Chambre d'agriculture de Corrèze, donc au niveau des valeurs fourragères par rapport aux arbres. Et donc enfin, il y aura Monsieur Rousset, donc, qui est éleveur dans le Cantal et qui nous présentera donc ses pratiques d'arbres fourragers avec des frênes. Voilà, donc du coup, je suis Kéliane Maillarbeau, donc conseiller en environnement, donc je suis à la Chambre d'agriculture de la Charente et donc dans le cadre du projet Valavie, je travaille avec Laura Fournier, donc à la Chambre de Corrèze. Donc voilà pour tout ce qui est événement sur l'agroforesterie en élevage ruminant. Alors assez rapidement, l'objectif du projet Valavie, donc en fait, c'est de recenser des pratiques en agroforesterie intraparcellaire qui existent, donc à la fois en viticulture et en élevage ruminant. Donc il y a déjà eu un webinaire il y a un mois sur la partie viticulture. Donc on va fonctionner sur un rythme de 2 webinaires par an. Et voilà, donc l'objectif, c'est de donc connaître ces pratiques, les démultiplier, puis voilà, essayer de les reproduire sur d'autres exploitations. Voilà, donc un projet qui va durer 3 ans et dont la Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine reste pilote sur le projet. Donc on vous a également mis les logos des différents partenaires. Voilà, bon, je vais laisser Nelson commencer sa présentation. Bonjour à tous, merci Kéliane. Très rapidement, Nelson Guichet, je suis conseiller forêt arbre et bois à la Chambre d'agriculture de l'Ariège. Et parmi de nombreuses casquettes, on a un gros volet d'expérimentation in situ sur les exploitations agricoles du département, enfin certaines notamment, et avec toujours en tête d'avoir l'arbre comme outil de l'exploitation agricole sous quelque forme que ce soit. Et donc, pour commencer cette présentation, donc, il faut savoir que l'arbre fourrager, en fait, c'est une idée qui est issue d'un projet qu'on va vous présenter très rapidement. Plus précisément, l'arbre fourrager avec le mûrier blanc. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette espèce et plutôt qu'une autre? Et donc ensuite, vous verrez que on a été assez surpris des différents résultats et derrière, ça a égrené un peu partout. Et je vous propose qu'on commence dès maintenant. Donc, il se trouve que l'expérimentation sur l'arbre fourrager découle d'un GOPUI, donc un groupe opérationnel de projet européen pour l'innovation, et qui a un objectif. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 alors il y a quelqu'un qui vient de noter qu'il n'a pas de son. Ah, c'est bon. Ok. Donc, l'objectif des GoPUI, c'est principalement d'avoir un lien entre le monde de la recherche et le monde de l'agriculture, qui généralement travaillent en parallèle, mais n'ont jamais de pont entre eux. Et donc là, l'objectif était principalement de recenser le besoin des agriculteurs et notamment des éleveurs, et de répondre à ces interrogations, notamment vis-à-vis du changement climatique et de l'autonomie en fourrage, par
le biais de la recherche et de l'outil Arbre. Donc le nom de ce projet, c'est AgroSil. Il y avait 4 expérimentations. La première liée aux fruits forestiers, notamment avec les glandés qu'on peut avoir en Ariège. Le sylvopastoralisme avec les différentes modalités envisageables pour arriver à avoir de l'herbe en forêt avec un intérêt pastoral. L'usage du bois en litière animale, notamment sur le comportement des cheptels. Et le dernier essai qui était l'arbre fourrager avec le mûrier blanc. Alors, je vois qu'il y a des coupures. Est-ce que sur les autres personnes, c'est bon pour vous? O- Oui, moi en tout Ok, cas, j'ai ta diapo donc sur le Go PEI et AgroSil pour le moment. ok. Bon, je continue alors. Et donc, le mûrier blanc qui a été la dernière des expérimentations. Alors, pourquoi le mûrier blanc? Il faut savoir que donc ce petit diagramme a été réalisé par l'INRAE de Lusignan, sur lequel on s'est appuyé notamment pour le choix de l'essence. Il faut savoir que le projet AgroSil, c'était différents partenaires, dont l'INRAE de Montpellier, qui nous a conseillé de nous reporter à ce tableau-là. Et donc, vous voyez que le mûrier blanc, en fait, a un taux de digestibilité supérieur à 80%, avec un taux de matière azotée totale supérieur à 15%. Euh, la pratique de l'arbre fourrager, c'est quelque chose qui n'est pas neuf. Euh, on l'a principalement réalisé avec du frêne dans les temps anciens, mais l'objectif pour nous, c'était d'avoir une espèce qui soit en capacité de répondre de façon intéressante aux valeurs alimentaires attendues par les éleveurs, mais aussi avec des capacités qui répondent aux enjeux du changement climatique. Et il se trouve que dans notre département, notamment sur l'est du département, on a des conditions méditerranéennes de plus en plus marquées. Et donc, pour nous, ce qui nous intéressait, c'était principalement d'avoir une espèce qui ait la capacité à s'adapter largement à tout type de sol, mais surtout à avoir des possibilités de croissance et de production de biomasse malgré les fortes températures. Alors, pour donner un peu plus de détails sur les modalités, on a planté 5000 mûriers blancs sur le Gaé côtier, donc un éleveur de bovins viande en Limousine, sur l'est du département, sur la commune de Mirepoix. Donc, ces 5000 mûriers blancs ont été plantés sur 0,25 hectares, avec une préparation du terrain plutôt classique, c'est-à-dire un labour, un travail du sol, une fertilisation, puis une plantation en avril 2017, qui a permis derrière d'avoir une modalité dite de banque alimentaire. Cette banque alimentaire, l'objectif, c'était d'avoir des espèces, enfin des essences, pardon, qui ne montaient pas trop en hauteur. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait en mai 2018 une coupe d'uniformisation. Alors, avec 3 modalités. Une modalité à la faucheuse, une modalité au sécateur et une modalité au broyeur. Et bon, je ne vous le cache pas, la modalité au sécateur était la plus propre, mais d'un point de vue diffusion, l'objectif, c'était d'avoir quelque chose qui permette d'être approprié par l'ensemble des éleveurs du département. Et donc, on a plutôt opté pour une coupe d'uniformisation plus massive à la faucheuse. À chaque hiver, on continue de fertiliser. C'est notamment du fumier de volaille et du fumier de bovin. Il faut savoir que l'exploitation est en agriculture biologique. Donc en août 2018, on a fait une première récolte à l'ensileuse parce que l'objectif c'était aussi de savoir si c'était en capacité de produire autant que du maïs en silage. Et on s'est rendu compte de 2 choses. La première, c'est que d'un point de vue purement mécanique, les machines n'étaient pas adaptées au type de plantation, tout simplement parce que on avait, nous, basé nos linéaires de plantation sur les outils d'entretien et non pas les outils de récolte. Et la deuxième chose, c'est qu'au final, ce qui coûte le moins cher, c'est encore de faire pâturer le cheptel directement sur la parcelle. Et donc, c'est la photo que vous voyez. On a réorienté notre
notre projet sur le pâturage directement. Alors, fort de ce constat, on s'est rendu compte que c'était un intérêt assez particulier de la part de nos éleveurs parce qu'il y a eu derrière plusieurs interrogations sur est-ce que ça peut être envisagé chez nous. Et oui, ça peut être envisagé ailleurs, mais il faut savoir qu'il y a quand même quatre choses qu'il faut avoir en tête. C'est que dans un premier temps, vous l'avez vu, on a fait pâturer et récolter dès l'année N plus 1. C'est un peu tôt. Et donc, ça veut dire qu'il faut gérer l'enherbement pendant les 3 premières années avant le pâturage. Donc c'est le second point. Les 3 ans, en fait, c'est notamment pour permettre aux plantes d'avoir suffisamment de réserves dans les tiges et les racines, sans pour autant détruire la ressource fourragère en passant les cheptels. Le troisième point, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Il se trouve que le prédateur principal du mûrier blanc en Ariège, ce sont les escargots. Les escargots et j'ai envie de dire les gastéropodes en général, mais là, vous les voyez, ces petits escargots blancs, en fait, ont tendance à s'accrocher aux tiges et à manger l'ensemble des bourgeons dès qu'il y a un débourrage, y compris après les fauches estivales. Et enfin, la dernière chose, c'est que même si on est sur une espèce qui est en capacité de résister à de très fortes chaleurs, à de longues périodes de sécheresse, l'objectif derrière, c'est quand même d'avoir une banque alimentaire et donc une ressource qui soit en capacité de production malgré des fortes chaleurs. Il faut savoir qu'on n'a rien sans rien et pendant les premières années, un coup d'eau est quand même assez important pour éviter les manques de retard, notamment en diamètre et en production de biomasse attendue. Donc, à la suite de ce projet AgroSil, on a eu deux autres projets qui se sont greffés, et notamment le projet RAM, qui est porté par la SCOP Agrouf avec d'autres partenaires, qui nous ont permis de poursuivre les essais au Gaëcotier, mais aussi d'implanter des nouvelles modalités sur le département. Faut savoir que entre-temps, il y avait eu un autre projet qui s'appelait Climagile, qui lui nous a permis de diffuser les premiers résultats d'AgroSil et derrière de continuer cette poursuite. Le projet Apache est un autre projet qui est notamment mené par l'Institut de l'élevage de la ferme du Cap Pradel dans la Drôme. Et c'est notamment l'usage de l'arbre pâturé par les chèvres avec la grosse question de l'impact zootechnique des mûriers blancs sur ces chèvres. Donc ce sont des chèvres laitières. Et quand on regarde les autres plantations du département, donc vous le voyez, le Gaëcotier, c'est la parcelle originelle. On reste sur l'est du département avec le GAEC de la Tuilerie et on change un peu de modalité et surtout de contexte géoclimatique, donc pédoclimatique, pardon, avec le GAEC de la Réoule sur les coteaux secs du nord du département et avec le GAEC Moher de Fraiche, qui lui est plutôt situé en zone de Piémont, pour le moment relativement arrosé, mais avec des projections climatiques qui sont plutôt avec des fortes tendances à la baisse en termes de pluie estivale. Et donc, pour très rapidement vous donner les informations qui relèvent de ces différents GAEC, donc l'idée était de changer un peu les modalités, notamment parce que on avait suffisamment de recul pour changer nos façons de procéder, mais aussi parce que les attentes des éleveurs n'étaient pas les mêmes. Par exemple, sur le site du GAEC de la Tuilerie, l'objectif est de planter en haie et non pas en plein comme ça a été fait au Gaëcotier, de façon à pouvoir garder une journée de plus le cheptel sur les zones de pâturage tournant. Alors là-dessus, on s'est dit que ce serait intéressant de tester différents paillages pour éviter justement l'enherbement, parce que là, on a réellement attendu 3 ans avant de faire les premiers pâturages. Sur le site du GAEC Moher de Fraiche, là, on est plutôt parti sur une haie avec
une seule bande, là où au GAEC de la Tuilerie, on en avait 4, avec non pas un objectif de pâturage en plein, mais là plutôt de complément alimentaire, avec notamment la recherche de l'impact sur la qualité de la laine, parce qu'on est là sur une production de chèvres angora, donc pour faire de la laine mohair. Et enfin, le GAEC de la Réoule. Donc là, on est plutôt sur un modèle que j'appellerais de savane, avec environ 400 tiges à l'hectare, un travail du sol relativement faible pour deux raisons. Le premier, je ne sais pas si ça se voit sur la photo, on est sur des zones de coteaux relativement pentues, difficilement mécanisables, et avec très très peu de sol, on a au maximum 20 cm de sol. L'objectif de cette parcelle-là, on est sur un élevage ovin viande qui monte en estive. Et donc, c'était d'avoir une parcelle qui soit structurée, qui reçoit un peu d'ombre vis-à-vis du cheptel à la descente de l'estive. Faut savoir que dans cette zone du département, on est entre 400 et 700 mm d'eau par an, avec un fort vent d'autant qui a une forte tendance à l'assèchement. Donc avec une très très faible ressource disponible à la descente de l'estive. Et enfin, la ferme du Pradel, le site de l'Institut de l'élevage. Donc, on a deux grandes parties. Il y a eu des plantations il y a 25 ans sur ce site et des nouvelles plantations avec des nouvelles modalités, notamment d'écartement. Et donc, ce qu'on voulait savoir là, c'était quel était l'impact du lait, sur la qualité et la production de lait sur les chèvres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'ensemble des projets, mis à part au GAEC de la Réoule, où on a eu on va dire, quelques déboires liés aux escargots notamment et au manque d'eau, on est sur des conditions qui sont assez particulières, avec des retours de croissance très, très, très poussants. Donc, l'objectif pour nous, c'était d'avoir plusieurs résultats, et notamment sur différents types de sols. Et donc, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On sait que selon certaines conditions, donc de profondeur de sol notamment, et d'un peu d'apport d'eau dans les 3 premières années, on a une productivité maximale sur des sols qui sont plutôt drainants, profonds et riches. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est un peu comme pour toutes les cultures. Si les bonnes conditions sont réunies, on a la possibilité d'avoir fortement de la biomasse produite. Mais derrière, et on va le voir, on a la possibilité de faire pâturer rapidement si on a des coups de pouce. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a intégré, nous, sur l'ensemble des conditions de pâturage, le fait qu'on était sur des pâturages tournants dynamiques, et donc on a intégré les parcelles qui avaient du mûrier blanc au parc de pâturage des différents cheptels. Si on a des orages estivaux, 21 jours sont suffisants pour pouvoir faire revenir le cheptel dessus. En conditions défavorables, une bonne dizaine de jours en plus, c'est pas négligeable. Et un des retours qu'on a d'un de nos éleveurs, c'est qu'on est sur une possibilité de pâturage, surtout en fonction du besoin. Donc, c'est-à-dire des étés comme on a eu cette année. Vous n'avez pas forcément le besoin de faire pâturer les arbres. Et donc là, on est vraiment dans le système banque alimentaire. Et à contrario, au mois de septembre, on n'a eu aucune pluie sur le département. C'est là qu'on avait la possibilité de faire pâturer le cheptel directement sur les mûriers. Donc, d'un point de vue purement résultat, je pense que c'est ce qui est assez intéressant pour ce webinaire. Comment est-ce qu'on a procédé? Alors, tout simplement, l'année de plantation, on a fait des mesures de biomasse et de croissance. Ces mesures de biomasse et de croissance, elles ont été faites notamment en plein été. L'objectif étant de savoir si justement
en période estivale, là où il y a plus d'herbe, eh ben, les arbres pouvaient prendre le relais. Et il se trouve que sur la modalité, notamment au GAEC GAEC côtier à Mirepoix, donc les 5000 plants plantés sur 0,25 hectares, on a la possibilité de produire au bout de la troisième année, j'insiste, au bout de la troisième année, 4 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Et donc, on va dire, pour que ce soit un peu plus parlant, sur cette modalité-là, 60 UGB peuvent rester 1,5 jour de pâturage, donc soit 8 jours entre mars et octobre. Alors, pourquoi mars? Pourquoi octobre? Sachant que on est sur des arbres qui doivent prendre le relais, notamment pendant la période estivale, tout simplement parce qu'on est sur une essence qui a un débourrement tardif. Et donc, entre mars et juin, c'est l'herbe qui va pousser au pied des arbres qui va prendre le relais enfin, pardon, qui va être la ressource principale pour le cheptel. Et à partir du mois de juin, juillet, août, et des fois jusqu'à septembre, là où l'herbe a un peu plus de mal parce que sécheresse, trop forte température, vous avez les mûriers qui reprennent le dessus et donc qui peuvent être pâturés. Et on fait un dernier passage au mois d'octobre où généralement les orages de l'automne ont permis une repousse à nouveau de l'herbe. Donc ça fait qu'on est sur une parcelle qui, sur cette modalité-là, a un intérêt assez conséquent dans le sens où c'est une parcelle qui est productive pratiquement 9 mois sur 12. Euh, Par contre, moi, je ne suis absolument pas connaisseur sur tout ce qui va être élément important à mettre en avant. Ce que je peux vous dire, c'est surtout que la production de biomasse est effective jusqu'à 38 degrés. Et c'est surtout pour ça, en fait, qu'on avait choisi le mûrier blanc. Alors aujourd'hui, sur le territoire, on a une soixantaine de plantations qui ont été recensées un peu partout, depuis la Bretagne jusqu'en Alsace, en passant aussi dans le Limousin. Et je vais laisser la parole à Leslie de la Chambre d'agriculture de Corrèze pour vous traduire un petit peu tout ce qui est dans ce tableau, parce que j'en serais moi tout à fait incapable. Oui, du coup, bonjour à tous. Donc, Leslie Fruleux, moi je suis à la Chambre d'agriculture de la Corrèze, donc sur une zone principalement bovin à l'étang. Et là, l'idée, c'était de vous mettre un peu en lumière les valeurs alimentaires qui avaient été trouvées dans cette expérimentation, en les comparant à des valeurs qu'on a un peu plus l'habitude de connaître et de côtoyer dans l'élevage, à savoir du coup du foin de prairie temporaire. Donc, ce sont des valeurs qu'on a pu avoir en Corrèze et de l'enrubanage de luzerne. Alors, quand on dit luzerne, en fait, c'est à 30%, à plus de 30% de légumineuses. Chez nous, on fait rarement du 100% luzerne. Donc au niveau des éléments qu'on a l'habitude de regarder, on va être assez bref et pas rentrer dans beaucoup le détail, mais l'idée c'est de regarder deux éléments qui sont très importants, à savoir donc ce qu'on appelle les UF, donc les unités fourragères, qui nous traduisent en fait le niveau énergétique, le niveau d'énergie contenu dans le fourrage. Donc c'est ce que vous avez donc pour le mûrier blanc, la RECP 0,95, mûrier blanc autre donc 0,86, le foin 0,69 et la luzerne 0,73. Donc ça, c'est un petit peu l'équivalent des kilocalories que vous pouvez avoir pour la partie, on va dire, alimentation humaine. Et on regarde aussi énormément ce qu'on appelle les PDI. Donc les PDI, c'est un petit peu plus précis que la MAT. Donc la MAT, c'est la deuxième ligne du tableau, donc matière azotée totale. Donc ça, c'est en général assez connu des agriculteurs puisque les commerçants vous parlent souvent de MAT, mais généralement, nous, quand on s'intéresse au rationnement, on aime bien regarder les PDI, donc protéines digestibles par l'intestin. Et on a deux types de PDI qui s'appellent protéines digestibles par l'intestin permises par l'azote, dont le facteur limitant est l'azote, et PDIE, donc ce sont celles qui sont permises par l'énergie, donc dont le facteur limitant est l'énergie. Donc, juste pour que vous ayez un petit peu en tête, on peut considérer deux choses dans l'alimentation. Soit on considère que cette ressource alimentaire doit être assez équilibrée et permettre de couvrir les besoins des animaux. Et dans ce cas-là, on considérera que cette ressource alimentaire est comme un menu unique. Donc, on aimerait que cela se rapproche des besoins des animaux en termes de densité énergétique et en termes aussi de grammes de PDI en UF. Donc, juste pour information, là, on ne vous l'a pas calculé, mais pour une vache allaitante, on aimerait tourner autour de 85 grammes de PDI
par UF. Quand elle est en fin de gestation, début de lactation, on est plutôt à 95. Là, ce qu'on se rend compte, ce qu'on voudrait aussi avoir quand on est sur un menu unique, c'est un équilibre, un bon équilibre entre PDIN, PDIE. Donc là, vous voyez que c'est pas forcément le cas, sur nos 4 éléments. Donc ça, c'est pas grave dans la mesure où on va avoir d'autres ressources alimentaires qui vont arriver dans le comment? Pardon, dans le menu en fait, hein, de l'animal. Donc après ce que je voulais vous dire, c'est que souvent quand on a du foin passé par exemple, donc si on s'intéresse aux PDI, donc aux protéines digestibles par l'intestin, quand on est sur du foin, enfin quand passé ou pas passé, mais sur du foin, on est sur, une ressource alimentaire qui est un petit peu plus ligneuse et où on a généralement finalement plus de PDIE que de PDIN. Ça veut dire qu'on est limité par l'azote et ça veut dire que dans ces cas-là, ça peut être intéressant d'avoir un aliment qui est à l'inverse, du coup limité plutôt par l'énergie et par exemple, c'est le cas, de la deuxième colonne du mûrier. Alors je sais pas si je me fais très bien comprendre, mais donc l'idée déjà de ce premier tableau, c'est que quand on compare les valeurs, finalement, elles sont assez bonnes et assez proches déjà de ce qu'on connaît. Donc vous alimentez vos animaux déjà avec du foin ou avec de l'enrubanage de luzerne et ben aujourd'hui vous pouvez, au niveau de l'énergie et des protéines, alimenter vos animaux avec, finalement, du mûrier blanc. Voilà, c'était un petit peu les conclusions qu'on pouvait, avoir. Après, il faudrait regarder plus finement dès qu'on veut faire, une ration plus équilibrée. Et on voit aussi juste, je voulais, préciser ça, alors après, Nelson, toi tu saurais, bien mieux peut-être l'expliquer, mais c'est que finalement on est sur de l'alimentation et une ressource alimentaire, et donc c'est assez difficile d'avoir des valeurs qui sont, toujours, identiques et là on a bien l'exemple avec notamment, un déséquilibre, c'est pas le mot, mais en fait une inversion, on va dire, des équilibres entre PDIN et PDIE, que ce soit sur le mûrier blanc recépé ou le mûrier blanc tout court. Donc après, il faut pas prendre ça, au pied de la lettre, mais ce qu'on peut retenir, c'est que finalement, c'est un aliment qui est aussi énergétique, même beaucoup plus énergétique que du foin, simple, qui est, moins encombrant et qui, du coup, a des valeurs de PDI, donc de protéines tout à fait correctes. Voilà. Merci Leslie. J'aurais été incapable de donner toutes ces comparaisons et infos. Donc ça me permet de rebondir sur les résultats de l'étude, notamment faite par l'Institut de l'élevage, où grossièrement les résultats visibles sont assez frappants. Pour le retour en fait qu'ils nous ont fait, c'est qu'on a 0,4 litres de lait en plus par chèvre et par traite et un taux butyrique donc, de plus 8% pour le lot qui a pâturé du mûrier blanc en plus de la ration classique. Euh, Là-dessus, je ne vais pas forcément m'avancer, mais par contre, je vous invite à aller sur le site du Cap Pradel où vous avez justement ces fiches-là qui sont très détaillées, très bien faites et qui pourront répondre à vos questions. Euh, les différentes perspectives qu'on y voit, nous, sont plutôt positives, mais attention. Et là, je mets un gros point d'exclamation dessus. Ce n'est pas une essence miracle. On a des très bons retours, on a des très bonnes perspectives, mais je pense qu'il faut plutôt l'intégrer au système d'exploitation plutôt que de le voir comme un outil unique sur lequel on va s'appuyer. Notamment parce qu'en conditions difficiles, il faut les aider, notamment sur les premières années. Troisième chose, pardon, c'est que comme pour toute plantation, que ce soit des haies, de l'agroforesterie ou même sur de la forêt dans certains cas, le travail du sol, il est essentiel. Si on ne le fait pas, le taux de reprise, étant donné qu'on est sur une espèce qui est très rustique, il sera bon, mais par contre, il ne pourra pas cracher autant que ce qu'on lui demande. Et par contre, le dernier point qui est pour moi le plus positif, c'est qu'au moindre apport, il y a une réaction. Je vous donne juste deux exemples. Sur les paillages qu'on a testés au GAEC de la Tuilerie,
les paillages qui étaient notamment riches en azote ont permis aux plantes d'exploser et de passer par-dessus la végétation. Et le second exemple, c'est qu'un jour, au Gaec Côtier, on a mis un peu d'eau pour tester. Et 3 jours après, les plants avaient pris bien 10 cm, sachant que le peu d'eau, en gros, c'est l'équivalent d'une trentaine de litres pour 10 arbres. Donc, relativement faible et pourtant une très très forte croissance derrière. Par contre, il y a un frein principal, c'est le coût d'implantation. Quand on a fait le test en 2017, on avait la possibilité d'avoir des plants à 45 centimes. Aujourd'hui, c'est plus envisageable, tout simplement parce que le prix des plants suite au plan de relance a fortement augmenté. On est passé aujourd'hui à 3,60 € pour des prix d'achat de plants si on part sur des modalités de plus faible densité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on commence à travailler sur notamment les implantations différenciées avec des réductions de tiges en quantité, mais aussi sur la multiplication sur site directement au prix de la graine ou du bouturage. Alors, l'objectif principal, il n'est pas de faire concurrence aux pépiniéristes, bien au contraire, mais plutôt d'avoir in situ sur l'exploitation agricole la possibilité d'avoir des projets de plantation à coût réduit et derrière d'augmenter le nombre de porteurs de projets. Ce qui, d'un point de vue pépinière, nous permettra derrière en plus de compléter la qualité génétique que eux produisent. Et donc, en fait, cette réduction de densité, c'est celle qu'on a tentée, avec notamment la F fourragère au GAEC de la Tuilerie à 10 000 tiges à l'hectare, avec le GAEC Moher de Fraiche, 10 000 tiges à l'hectare, mais sur une plantation très resserrée en haies pâturables, et à 400 tiges à l'hectare sur le GAEC de la Réoule. Et donc, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce test? C'est que le comportement du cheptel, quel qu'il soit, donc ovin, bovin, caprin, est très, très positif à ce type de ressources. Il y a assez peu de temps entre le moment où on envoie le cheptel dans la ressource et ensuite les premiers coups de croc, enfin de dents à l'intérieur. La qualité et la valeur alimentaire, donc Leslie nous en a parlé, est quand même relativement intéressante. Et aujourd'hui, les performances zootechniques sont avérées sur les chèvres laitières. On continue à faire les expérimentations sur nos cheptels ici pour avoir ce recul-là. Donc ça va arriver très prochainement. Et donc, pour ma part, je vais m'arrêter là. Et je vais donc laisser la parole à Monsieur Rousset qui va nous parler, lui, de comment est-ce qu'il pratique l'utilisation de l'arbre fourragé, mais sur des arbres un peu plus grands que nos mûriers blancs qui, eux, sont recépés à 40 cm. Je vais prendre la parole juste avant Monsieur Rousset rapidement. On a pas mal de questions dans le chat. Ce que je vous propose, c'est que j'avais quelques questions qui reviennent notamment sur l'ensilage et la coupe des mûriers. Ce que je vous propose, c'est que j'ai fait un petit combiné de questions, donc je les poserai à Nelson. On va d'abord voir avec Monsieur Rousset s'il peut nous expliquer donc son utilisation des frênes dans sa ferme. Et après, on aura un petit temps questions de chat et ensuite questions libres. Du coup, je vais juste demander à Monsieur Rousset s'il peut activer son micro. Je pense que ça doit être bon. Ça doit être bon. Bonjour. Ouais. Bonjour. Du coup, vous êtes éleveur dans le Cantal, donc je vais vous demander si vous pouvez présenter rapidement votre ferme. Ouais. Et après l'utilisation de vos frênes. Donc bonjour à tout le monde. Donc Ouf. 6 ans sur la commune d'Espinasse, donc c'est secteur Chaudveg. On est sur la zone quoi. Donc moi je me suis installé il y a 6 ans maintenant hors cadre familial. J'ai repris une exploitation. Aujourd'hui j'exploite 100 hectares.
avec un cheptel donc bovin allaitant. J'ai 40 vaches au brac à Vélé avec, on va dire, croisement et race pure. Voilà. Donc après, voilà, on est sur le secteur où moi je me situe, on est sur une zone avec du terrain un peu volcanique. Et on a la chance d'avoir, pour moi c'est une chance, c'est que on est dans un secteur qui est énormément boisé avec des haies, avec beaucoup de frênes, de frênes. Bon, après il y a les noisetiers, mais bon, on va dire qu'on a surtout cette richesse. Donc après moi au niveau de mon utilisation du frêne, ben bon comme je pense que comme beaucoup de régions, c'est qu'on est touché par des périodes de sécheresse estivale qui durent plus ou moins sur l'année, avec des fois des répétitions même sur l'année à différentes périodes, ça dépend un peu. Donc c'est vrai que moi cette ressource fourragère des frênes, mais ça me permet de faire le tampon à ces moments-là où la ressource en herbe est insuffisante pour les troupeaux. Moi après donc j'ai 40 vaches, j'ai une exploitation qui est assez morcelée. Donc on va dire, je travaille avec 4 lots principaux, plus après deux ou trois petits lots après à côté. Donc j'ai jamais de gros lots maximum. J'ai 10 vaches, 10 couples, vaches et veaux par lot. J'ai jamais de grands lots. Voilà. Donc c'est aussi intéressant justement pour valoriser les frênes, c'est que quand vous avez 30 vaches avec des veaux qui vous attendent sous un frêne, qui attendent que la feuille elle tombe, c'est beaucoup plus dangereux que quand il y en a qui glisse. Voilà. Et puis en plus de ça, il y a moins besoin. Quand vous avez fait un arbre sur une journée pour 10 vaches, déjà vous avez fait une bonne partie de l'alimentation de la journée. Quoi. Voilà. Vous dites que Vous dites que vous faites donc un arbre pour 10 vaches, donc vos frênes, ils sont assez âgés? Mais j'ai un peu toutes les situations à ce niveau-là parce que donc j'ai des parcelles où les frênes étaient faits régulièrement. Donc il y a des frênes on va dire, qui ont été faits dans les 10 dernières années qui ont été faits et d'autres qui ont je ne sais, 30, 50 ans qui ont été faits. Quoi. Donc on va dire que la quantité de feuilles par arbre n'est pas du tout la même. Et le travail n'est pas le même parce que bon, ces arbres qui ont 40, 50 ans, qui n'ont jamais été faits, il y a énormément de bois. Puis bon, nous, le terrain est quand même pas mauvais, donc les arbres montent assez haut. Et du coup, quand on les raccourcit, bon, moi j'essaie de les raccourcir un peu pour que ce soit justement plus facile à travailler les années suivantes. Mais c'est vrai que ça tombe gros de bois et c'est assez dangereux pour les bêtes dessous. C'est un peu ça. Mais après, il y a un peu toutes les situations, on va dire, suivant un peu l'arbre. Après, j'ai pas vraiment là, je vous ai dit un arbre pour 10 vaches, il n'y a pas vraiment de chiffre exact, quoi, parce que c'est en fonction des arbres, c'est plus ou moins, il y en a qui en font plus ou moins que d'autres, ça dépend un peu. C'est vrai que c'est pas forcément. Après, je pense qu'il y a aussi une influence. Les années précédentes, quand ils ont été faits, s'ils ont été faits à différentes lunes, la feuille pousse différemment, enfin, le branchage repousse différemment. Et c'est vrai que bon, ça, je suis pas trop au point à ce niveau-là, mais pour en avoir parlé avec des anciens, c'est vrai que ils le disent assez. Et il y a des arbres qui refont de la feuille beaucoup plus facilement et en plus grande quantité que d'autres et qui pourtant ont été faits la même année. Et ainsi de suite, quoi. Donc Et vous le faites principalement à quelle période? après, donc théoriquement, si on suit la pratique avant le 15 août, on n'a pas le droit de le faire. Après, j'ai eu attaqué, on va dire, autour du 10 juillet, par là, des choses comme ça. Ça dépend un peu. On va dire que quand j'en ai besoin. Après, c'est pareil. Des fois, je peux en faire
plus ou moins, tout dépend un peu, il suffit qu'il y ait un orage, un peu d'herbe qui repousse, de suite, après quand ça repousse comme ça, justement, ça permet vraiment de bien faire la pointe, c'est que des parcelles qui commencent de repousser un peu, et bien tout à coup, moi, je mets un fil électrique et je leur donne un petit peu d'herbe, un peu de feuilles, ça permet de faire le tampon, et pour les vaches, ça va tout aussi bien, et puis ça permet d'économiser l'herbe et d'aller doucement et de laisser les prairies se refaire, de ne pas relâcher le troupeau sur toute la prairie et que ça qu'elle mange au fur et à mesure, quoi. Et je vais faire une dernière question. Après, je vois qu'il y a plein de questions dans le chat. Au niveau de la coupe, vous effectuez ça là avec quel matériel, du coup? Et après, là, c'est relativement archaïque. Moi, bon, je suis tout seul sur l'exploitation. Donc, je fais ça tout seul. Alors, j'ai la gueuse, j'ai une tronçonneuse un peu plus grosse. Des fois, je le fais de par le godet du tracteur avec le chargeur. Des fois, je le fais à l'échelle. Il y a les arbres qui ont été faits régulièrement et faits comme il faut. Mais bien souvent, on met l'échelle au pied de l'arbre et on grimpe dans l'arbre jusqu'en haut parce que les anciens, ils savaient bien le faire. Il y a des branches un peu dans tous les sens. Ça fait escalier. On arrive à monter sans problème. Après, c'est vrai que les arbres qui ont jamais été faits, qui ont vachement monté, mais ceux-là, je me gêne pas pour les raccourcir à hauteur de chargeur. Je les raccourcis complètement. Et ça fait 6 ans que je suis installé sur ce site. J'ai jamais un arbre qui a jamais refeuillé. Donc bon, à part vraiment des fois quelques arbres qui justement qui ont été faits depuis très longtemps et régulièrement, mais à force les frênes ils se creusent dedans. Et bon, tout à coup, des fois, il faut en couper un au pied, mais bon, on a la chance qu'il y a des petits qui poussent au pied bien souvent, qu'il faut retailler comme il faut et ça repart. Très bien. Voilà. Je pense que après, c'est une pratique qui se fait beaucoup encore dans le Cantal ou sur votre secteur? Non, on va dire que très peu parce que bon, c'est quand même assez gourmand en main-d'œuvre. Parce que bon, couper la feuille comme ça, c'est très rapide, mais après, derrière, il faut ramasser toutes les branches, il faut ramasser les branches, il faut nettoyer un peu parce que ça tombe toujours du petit bois partout. C'est dans les parcelles de fauche, il faut nettoyer, quoi. Donc, c'est quand même très, très en main-d'œuvre. Moi, la taille de mon exploitation me permet de le faire. Après, voilà, la personne qui aujourd'hui tout seul fait veiller plus de 100 vaches, quand ça nous à ça, il aura bien plus simple de prendre son tracteur, mettre une boule au râtelier et faire manger ses vaches. Ça se comprend aussi, mais voilà, moi, la taille de mon exploitation me permet de le faire comme il faut, quoi. Bon, c'est pareil, j'ai aussi autre chose qui me pousse à ça, c'est que je me chauffe au niveau de ma maison en plaquette. Et donc, tout le bois que je ramasse comme ça, qui est coupé là, quand je fais la feuille, et je le ramasse. Et derrière, c'est broyé pour faire mon chauffage. Très bien. Je vais juste reprendre tant que je vous ai quelques questions qu'il y avait dans le chat. Ouais. Du coup, au niveau de la fréquence de coupe, vous coupez donc ça fait 6 ans que vous êtes installé, mais Ouais. vous coupez quoi tous les 6 ans, 9 ans, 10 ans? Enfin, vous avez Mais moi, on quelle va dire que fréquence? cette année, j'ai refait les premiers que j'avais fait la première année, quoi. Donc tous les 6 Tous les ans à peu 5 près. ans, voilà, ouais, tous les 5-6 ans, c'est très bien. Après, plus tôt, ça pourrait se faire, mais c'est plutôt que la branche est vraiment petite. Et alors, il y a encore plus de travail pour la ramasser, quoi. Que là, on va dire que 5-6 ans, déjà, les branches ont grossi, que ce soit dans ou D'accord. J'ai une forestière. Donc, pour ramasser les branches, ça va tout aussi bien. Mais bon, 5-6 ans, oui, ça va très bien. D'accord. Après, j'ai une question sur donc de Daran.
sur le fait que donc les vaches mangent-elles les feuilles qui sont tombées directement sur le sol ou bien c'est vous qui coupez les branches? Je coupe les branches, moi, je coupe carrément les branches. Après, les vaches mangent la feuille sur les branches posées au sol. Oui. Posées au sol. D'accord. Et comment faites-vous avec Pardon. Oui. Comment faites-vous avec l'interdiction de coupe entre le 15 mars et le 16 août? De toute façon, 15 mars, les arbres n'ont pas feuillé, donc il n'y a pas de souci. Et après, l'interdiction du 15 août, moi je pars du principe que quand j'ai besoin de nourrir mon cheptel, après j'attaque jamais, c'est jamais guère avant le 14 juillet. On va dire que Maxime fait oui, c'est début juillet, mais voilà, pas guère avant. Parce avant, on va dire qu'il n'y a pas spécialement besoin parce que les vaches sont assez apâturées. Et après, on va dire que l'interdiction elle est là. Après, moi, je pense qu'après le 14 juillet, et puis bon, c'est les frênes, c'est quand même des arbres assez hauts. Au niveau des nids d'oiseaux, des choses comme ça, on les trouve quand même beaucoup plus dans les noisetiers qui sont au pied que dans les frênes. Donc, bon, après peut-être un jour, j'aurai le droit à ma punition, mais bon, pour le moment, on va dire qu'on n'est pas spécialement dérangé à ce niveau-là. Mais... Puis c'est plus des coupes du coup c'est des coupes de fin d'été, c'est plus sur le milieu d'été ou fin d'été. C'est plus pour oui, quand l'herbe est sèche, quoi. Ouais, c'est surtout la période, on va dire 14 juillet, fin septembre, on va dire. D'habitude, ouais, 14 juillet, 15 septembre, c'est sur 2 mois, quoi. Et puis bon, après, je suis pas dans toutes mes parcelles de l'exploitation le même jour en même temps, donc c'est des arbres par-ci par-là, c'est pas la vraie coupe ultra intensive non plus. Bon, ben merci beaucoup. Moi, je vais répondre juste à la dernière question. Vu l'avancée de la calarose du frêne sur l'ensemble du territoire, y a-t-il une anticipation au renouvellement des frênes par une autre espèce appétante? C'est des questions qui se posent. Il se trouve aussi que la calarose du frêne sur des secteurs assez ouverts comme là où habite Monsieur Pierre Rousset, il y a moins de diffusion de maladies. Donc on le retrouve beaucoup sur des petits frênes, mais pas forcément sur les frênes têtards. Donc l'anticipation, je ne sais pas si des structures l'ont déjà fait, mais on n'est pas... voilà, c'est sûr, faudra y penser, mais c'est pour ça qu'il est important sur les plantations que vous faites de mettre plein d'espèces différentes pour éviter ce problème. Ah, on a aussi une autre question. Combien avez-vous de frênes sur votre exploitation? Ça, j'ai jamais essayé de les compter. Je sais pas du tout. Je suis incapable de vous dire, je sais pas, 500, 1000, ouais, non, 1000, je pense que j'exagère, mais 500, c'est certain, c'est sans problème. Sans problème. Après, voilà, je ne suis jamais trop amusé à les compter parce que petit, gros, il y en a toutes les tailles, de toutes on a vraiment la chance dans notre secteur d'avoir cette ressource. Moi, c'est ce que je dis tout le temps, c'est que c'est ma deuxième grange. Voilà. Bon, très bien. Je vais faire les questions du chat du coup maintenant pour Nelson. Et ensuite, si on a un peu de temps, on va essayer de poser rapidement les questions du chat pour Nelson qui a eu sur les mûriers. Et après, on verra le temps qui nous reste du coup. Donc Nelson, juste au niveau des questions du chat qu'il y avait, donc il y avait une question de Sabine sur l'appétence du mûrier, je suppose. Du mûrier.
Oui, alors je suppose que ça doit être le mûrier vu qu'on a travaillé principalement dessus. Euh, Très, 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 très appétant. Étrangement, le chevreuil s'y est pas trop foutu. Par contre, les veaux, dès qu'ils peuvent passer sous les fils, ils y vont. Et ça, c'est un des gros problèmes, étant donné que les, les, ouais, les protections ont été faites et ont été pensées pour les vaches et pas pour les veaux. L'autre gros problème d'appétence, il n'est pas dans la feuille, mais plutôt sur la tige. Et c'est pour ça que les cheptels de chèvres qui ont été testés ont été surveillés. Et donc, l'idée, c'est que selon les cheptels, euh, ouais, ne pas les laisser trop longtemps dans la parcelle, c'est aussi important. Alors, j'ai Sabine qui a marqué, elle voulait avoir savoir s'il y avait des tableaux de valeur comme les tableaux qu'il y a eu sur le mûrier avec les autres espèces, je suppose, d'arbres et d'arbustes. Alors ça, Euh, c'est un travail que l'INRAE de Lusignan est en train de faire, je crois, ou sur lequel ils ont déjà travaillé. Je ne suis pas le plus avancé pour y répondre, mais ça vaut le coup de demander ça aux collègues de l'INRAE de Lusignan. j'ai une question de Jean-Charles Visset. Bonjour Avez-vous Jean-Charles. avez-vous ensilé et mis sous bâche du mûrier et avez-vous mesuré les PDIE et PDIN? Alors, pour répondre, oui, on l'a fait. Par contre, je serais bien incapable de mémoire de donner les valeurs, hein. Ça, je peux vous le retransmettre en même temps qu'on transmettra le diapo si on le fait. Parce qu'en fait, à la base, le test qu'on avait fait chez Marcel Autier, c'était pour de l'ensilage. Et la récolte mécanisée n'avait pas fonctionné. C'est pour ça qu'on n'avait pas forcément poursuivi les analyses, mais on avait fait quand même une session. Et il me semblait avoir aperçu très rapidement dans le chat la question du type de bâche qu'on avait utilisé pour ça. Effectivement, c'est de la bâche classique d'ensilage noire et qu'on avait mis à côté de l'ensilage à maïs, mais séparé quand même avec un mur en béton. Euh, j'ai la fréquence de recépage des mûriers au niveau Alors, annuel que vous avez fait. ouais. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un recépage, une coupe d'uniformisation plus exactement, à l'automne, après le dernier passage. L'objectif pour nous, c'est vraiment d'augmenter le nombre de bourgeons qui va éclore, enfin qui va débourrer au printemps et ça, on le fait de façon annuelle. Maintenant, on a souhaité faire deux tests. Le premier, ne pas recéper du tout pendant 2 saisons de végétation. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi ces différences qui ont été décrites par Leslie. Je pense que ça a un impact. Et l'autre test qu'on a fait, c'est de recéper directement après le passage du cheptel. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que en termes de production de biomasse, c'est plus important quand on ne recèpe pas. Par contre, en termes de largeur de feuilles, on a des feuilles qui sont beaucoup plus concentrées sur les tiges qui sont recépées. Oui, j'ai le micro de... Bon, très bien. J'ai donc une question sur donc le mûrier noir conviendrait-il à... Alors, le mûrier noir, oui, il convient à l'alimentation des cheptels. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas utilisé? Tout simplement parce qu'il était un petit peu moins Rolls-Royce que le mûrier blanc. L'autre inconvénient, c'est que l'objectif qu'on avait, nous, c'était vraiment de cibler une seule essence pour pouvoir se concentrer un peu plus dessus. Mais techniquement, il n'y a rien qui l'empêche d'être utilisé en fourrage. Alors, Laura, ton micro, il est coupé. On a, on a pas mal de questions sur la durée de vie espérée
et la rentabilité, voilà, la durée de vie espérée pour les mûriers et le coût et la rentabilité de cette installation. Alors, la durée de vie d'un mûrier blanc, quand on le laisse pousser, on va dire normalement en tant arbuste, pardon, on est de l'ordre de 150 à 200 ans. Je dois avouer que là, au vu des dispositions qu'on a, ce sera sûrement pas le cas. Nous, on a espéré sur 20, 30 ans une production qui augmente et au bout d'un moment, ben, il va quand même falloir éclaircir certains plans de façon à pouvoir laisser les souches se développer. Euh, Après, d'un point de vue purement rentabilité, étant donné que nous, ça fait que depuis 2017 qu'on a les plantations, euh, on n'a pas on n'a pas ce recul. C'est pour ça, notamment, qu'on reste très fortement en lien avec les autres structures de recherche euh, pour pouvoir avoir ce partage d'informations. Alors, ton micro est coupé, Laura. La dernière question que j'ai pu relever dans le chat et après je laisserai, j'ai pas mal de questions qui arrivent encore, mais je vous laisserai la poser si on a un peu de temps. J'ai une question de Lauré de Arbre et Paysage, enfin Arbre 33, pardon. Des inquiétudes vis-à-vis de l'expansion du longicorne tigre qui occasionne pas mal de mortalité sur les mûriers. Je sais pas si j'ai été. C'est le longicorne tigre. Il occasionne la mortalité sur les mûriers, notamment platanes. Est-ce que tu as pu constater, Nelson? Alors, nous, non. Sur notre département, on n'en a pas vu. Et il y a autre chose, il faut savoir que on est quand même sur des plantations, même si c'est à très forte densité et qui nous semblent en très grande quantité. euh, à l'échelle d'un territoire, c'est très très peu. Il y a beaucoup de personnes qui me disent aussi que ne faire qu'une seule essence, c'est dangereux. C'est 0,25 hectares pour le test au GAEC Autier. Et sur les autres, on est au maximum à 2000 tiges plantées. Donc, en gros, j'ai envie de dire que la difficulté qu'on pourrait avoir, c'est si on massifiait à l'échelle, on va dire, industrielle, cette pratique, ce qui n'est en aucun cas l'objectif, et la disponibilité en plante d'ailleurs. Et donc, nous, aujourd'hui, pour répondre simplement, on n'a pas encore ce type de problème. Donc c'est un peu plus de 14 heures. Si vous êtes un peu disponible, Monsieur Rousset et Nelson, je peux donner un peu la parole à certaines personnes qui parlent pas mal dans le chat. On peut se donner 10 minutes de plus pour finir les questions. J'ai Monsieur Jean-Charles Lisset, du coup, qui a posé pas mal de questions. Je vais vous laisser les poser à haute voix, si vous le souhaitez. Je ne sais pas si vous pouvez. Non. Non. Bonjour. Bonjour Ouais. Laura, bonjour Nelson. Bonjour. Nelson, tu te souviens, on en a déjà parlé. Est-ce que vous avez projeté, je sais ce que tu vas me répondre à peu près, mais est-ce que vous avez projeté de dédier certaines parcelles dans les essais véritablement à l'ensilage? Et je mettais dans le chat de vraies ensileuses, si tu vois ce que je veux dire. Je sais que tu vas me dire que c'était plutôt mon rôle de faire ça chez nous en Pays de la Loire, mais on n'a pas eu l'occasion. Est-ce que vous avez des projets dans ce sens-là? Alors, ben, tu as répondu, hein. Non, en fait, on était très friands de savoir que vous étiez intéressé pour le faire. On s'est quand même lancé à faire une plantation à côté d'une parcelle qui était irriguée autrefois et sur lequel on a remis un petit système d'irrigation pour pouvoir le tester, on va dire, à une échelle un peu plus grande. L'inconvénient, et pour nous, en Ariège, c'est assez conséquent. C'est que on a des restrictions de flotte de plus en plus conséquentes sur le département. Et on s'est dit que l'ensilage, c'était peut-être pas judicieux chez nous.
Donc on est toujours preneur si d'autres départements veulent le tenter. Donc, il faudra se mettre à l'ensilage. Alors, si vous voulez poser des questions directement, n'hésitez pas à lever la main. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Normalement, donc, j'ai Antoine. Je viens d'autoriser le micro, normalement. On n'entend pas. Vous m'entendez? Il faut quand même activer le micro. Ouais, mais c'est... Oui. Je pense, Antoine, qu'il faut que vous activiez le micro, votre micro. Normalement, vous pouvez maintenant. Bon, ben ça ne marche pas. Du coup, je vais juste poser une question. Si vous avez, du coup, est-ce que les brebis, donc c'était une personne, est-ce que les brebis détériorent est-ce que les brebis détériorent pas le mûrier? Alors, j'ai envie de dire, c'est un peu comme pour tous les cheptels, si on les laisse trop longtemps sur une parcelle, que ce soit de l'herbe ou des arbres, forcément il y aura du dégât. Par contre, contrairement aux chèvres, c'est quand même beaucoup moins prononcé de s'attaquer à la partie ligneuse qu'aux feuilles. Et donc là, nous, les premiers retours qu'on a sur le cheptel de brebis, c'est que non, justement, on n'a pas cette détérioration-là. D'un autre côté, j'ai envie de dire, tout va dépendre de comment est-ce qu'on alimente le cheptel. Est-ce que c'est un pâturage en plein sur les mûriers et de façon à les ratiboiser, ou est-ce que ça va être du complément d'alimentation sur une haie, sur une prairie? Donc, je ne peux pas donner de réponse très très précise. Ça va vraiment dépendre de la pratique qu'on souhaite y appliquer. On peut réessayer Antoine, mais je pense qu'on n'arrive pas à mettre le micro. Si vous avez d'autres questions, on peut garder quelques minutes. Après, j'avais vu une question donc, de Monsieur Daran également, donc sur le fait de quand on met des mûriers, donc de pouvoir faucher ou pas. Alors après, donc je vais laisser Nelson peut-être répondre, mais je pense que c'est surtout au niveau de la conception du projet. Donc en fait, sûr que là où il y aura les arbres, donc on ne pourra pas faucher à cet endroit, mais entre les rangées d'arbres, s'il y a suffisamment de place, on peut continuer à faire du foin en même temps. Et il faudra aussi jouer donc, sur l'espacement entre deux arbres, donc au sein d'une même ligne. Si l'objectif, c'est voilà, plus de faire du foin que un arbre fourragé, bah, il faudra du coup diminuer la densité d'arbres, mais on pourra toujours faucher entre les arbres en tout cas. Je ne vais rien rajouter, tu as tout dit. J'ai une question de Lise du SMBV Linon. Lise, je peux vous donner la parole, on peut essayer, et sinon, on va essayer de poser la question à Monsieur Rousset. Je ne sais pas si Monsieur Rousset est toujours là. Oui, oui. Oui. Non, ça. Lise, du coup, je ne sais pas si vous pouvez poser la question. Non, ça ne fonctionne pas. Je pense que c'est la question qu'il y a là à côté dans la conversation. Exactement, c'est la question qui est à côté. Sur les autres essences. Alors, Monsieur Rousset, utilisez-vous 100% du frêne ou est-ce qu'il a essayé une marge de faire tomber d'autres branches et d'autres essences? Je pense qu'Élise, maintenant, vous pouvez l'activer votre micro.
Ouais, ça marche pas très bien ce truc. Donc, bon, ben on va. Je vais finir. Donc vous utilisez 100% du frêne. Et Ouais. est-ce que il a essayé à la marge de faire tomber d'autres branches, d'autres essences? Est-ce que vous avez essayé d'autres espèces du coup? Ouais, on va dire que simultanément, en coupant des fois, en nettoyant les frênes, des fois ça m'arrive de couper du noisetier ou des choses. Le noisetier, bon, elles en grignotent un petit peu, mais la feuille est tellement dure, tellement ligneuse, elle la mange pas. Après, le chêne, la feuille de chêne, elle la mangerait pas trop mal. Si elle est encore bien verte, et elle la mangerait pas trop mal. Après, des chênes, j'en ai quelques-uns, mais très peu. C'est vrai que c'est pas spécialement, bon, pas spécialement. Hein. Donc, c'est vraiment au cas où, des fois au cas par cas, une branche par-ci par-là. Mais on va dire que elles sont tellement gourmandes de la feuille de frêne qu'elles essayent pas bien autre chose. Quoi. Bon, merci. Je pense qu'on est bon. Alors, Laura, je viens de regarder là un peu plus précisément deux questions sur lesquelles je pense que je peux répondre, notamment sur l'accompagnement pour les dérogations des DTM pour l'usage de l'arbre fourragé. Ce que nous on a fait concernant le mûrier blanc, c'est qu'étant donné qu'on est sur des petites tailles d'arbres, en dessous de 1 mètre, 1,50 m, on a proposé de déclarer ça en tant que prairie pâturée. Dans le département de l'Ariège, ça a été validé par la DDT, notamment lié au fait qu'on est sur une parcelle à double usage avec l'utilisation de la ressource herbe au pied des arbres avant l'été. La seconde question qui avait été posée par Antoine, notamment sur les coûts et la valeur de l'implantation d'arbres fourragers et est-ce que c'est réellement intéressant? C'est un travail sur lequel on est en train de bosser, notamment avec des conseillers d'entreprise et nos conseillers fourrage, notamment pour avoir un outil d'aide à la décision entre quatre éléments, la luzerne, la sylphie, la prairie pâturée, la prairie mélangée, pardon, et le mûrier blanc. Et ça devrait arriver dans l'été. Et par contre, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que oui, l'implantation du mûrier blanc coûte très cher. Par contre, c'est une ressource qui va être disponible pendant minimum 20 ans, et notamment une ressource sur pied, fraîche, pendant les périodes les plus critiques, notamment les mois estivaux. Juillet, août, septembre, où là, généralement, c'est un peu la panade pour aller trouver de l'herbe. Bah, merci Nelson en tout cas, et donc merci pour ces échanges et pour les interventions. Donc, je pense qu'on va pouvoir donc terminer le webinaire. Donc, ce que j'ai pas cité au début, donc c'est qu'il y aura aussi d'autres événements donc, dans le cadre du projet Valaville, donc notamment un rallye agroforesterie qui sera organisé donc, en Nouvelle-Aquitaine la dernière semaine de juillet. Et donc voilà, on essaiera de vous tenir au courant donc, des différentes actions qui seront menées au fil des 3 ans et au fur et à mesure. Voilà, merci. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Laura. Non, merci aux intervenants et puis merci de votre attention. Merci, bonne journée. Au revoir.